Bonjour à tous. Au cours de cette séance destinée pour les élèves de terminale sciences et techniques, on va traiter le thème de la bijection ainsi que de la fonction réciproque. Et pour cela, je vais commencer par définir la bijection. Mais avant tout, je vais donner le titre de ce paragraphe. Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone. Mais avant tout, j'ai besoin de la bijection. Donc, je vais définir la bijection. Qu'est-ce qu'une bijection? On dit qu'une fonction f définie sur un intervalle i de R réalise une bijection de i sur l'image de i par f si, pour tout élément y de f de i, il existe un unique x de i tel que f de x est égal à y. C'est-à-dire, pour tout élément y de i, il existe un unique antécédent x dans i. Et voici deux illustrations. Donc ici, le y qui appartient à f de i, bon, graphiquement, le f de i ici, c'est l'intervalle, bon, il fait partie de l'intervalle moins 1, 6 ou moins 1, 5. J'ai pris un élément y, la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par le point d'ordonnée y et d'abscisse 0, va couper la courbe en un seul point. En projetant sur l'axe des abscisses, on obtient un unique antécédent x par f. Voici la deuxième illustration. Ici, on a également cet élément y de l'ensemble f de i admet un unique antécédent x dans i par la fonction f. Bon, ici, on a deux situations. Dans la première situation, j'ai pris une fonction qui est continue. Comme vous le voyez, il n'y a pas de saut de tracé et qui est strictement ici croissante. Dans le second exemple, j'ai pris une fonction qui est discontinue en 3 et qui n'est pas monotone. Mais dans les deux cas, chaque élément y de l'ensemble f de i admet un seul antécédent. Donc ici, j'ai pris un autre y. Il va obtenir un antécédent x dans i. Et ainsi de suite. Par exemple, si je prends le 3, il possède un antécédent qui est égal à 1. L'antécédent de 3 par la fonction f est égal à 1. Ici, par exemple, si je prends l'antécédent de ce nombre-là, par exemple 1,6 par la fonction f, il possède un antécédent unique par la fonction f qui est par exemple moins 0,5 à titre d'exemple. Donc on va passer maintenant à cette question qui est très importante. Est-ce qu'il y a une condition qui est suffisante pour qu'une fonction f définie sur un intervalle i soit une bijection de i sur f de i? Pour y répondre à cette question, donc on va traiter cette activité. Donc voici l'énoncé. Dans la figure ci-contre, on a représenté dans un repère orthonormé au IJ la courbe C de la restriction G à l'intervalle 0 plus l'infini de la fonction polynôme f définie sur R par f de x égale 1 quart x carré moins 1. Voici sa courbe. On voit bien ici les éléments de la courbe de f. Elle possède une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0. Et on voit bien l'allure de la courbe C qui est polynôme. Donc c'est une partie d'une parabole. Donc, en premier lieu, je vais demander le sens de variation de la fonction g, puis l'image de i par g. En second lieu, je vais prendre un y arbitrairement de l'image de i par g. Je vais justifier que l'équation g de x égale à y admet une unique solution dans l'ensemble, dans l'intervalle i. La troisième question, je vais considérer la fonction h définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par h de x égale 2 fois racine de x plus 1. Je vais désigner par C' sa courbe représentative dans le même repère au IJ. Je vais demander d'étudier la continuité et le sens de variation de h. Je vais démontrer plus tard que si m de coordonnées x, y appartenant à C équivaut à dire que m' de coordonnées y, x appartenant à C'. Puis, enfin, je vais construire la courbe C'. Donc, on va traiter cette activité.
Donc il est bien clair ici que la fonction g est strictement croissante sur i. L'allure, c'est celle d'une fonction strictement croissante. Je vais demander plus tard de déterminer l'image de i. Donc ici, l'image de i, c'est soit graphiquement, puisque j'ai demandé de déterminer, donc on va le déterminer par le calcul. Donc, i, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, c'est r+. Donc, je vais utiliser les théorèmes précédemment démontrés dans le cours. Donc, g est continu sur i, puisqu'il s'agit d'une fonction polynôme, ou bien, tout simplement, il n'y a pas de saut de tracé dans la courbe C. Donc, la deuxième affirmation, c'est que g est strictement croissante sur i. Donc, finalement, g de i, ça sera g de 0, la limite en plus l'infini de g. Mais g de 0 est égal à moins 1, et la limite en plus l'infini de g, c'est plus l'infini. Donc, finalement, l'image de i, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. On le voit ici illustré graphiquement dans la figure. On va passer maintenant à la deuxième question. Soit y appartenant à g de i, bien sûr ici j'ai mentionné le i et le g de i pour ne pas se perdre. Donc justifier que l'équation g de x égale à y admet une unique solution dans i. Mais avant tout, je vais mentionner les conditions. X il appartient à i, donc x il est positif, et y appartenant à g de i, donc y il est supérieur à moins 1. Donc y plus 1 il est supérieur à 0. Mais g de x est égal à y. Ceci équivaut à dire que 1 quart x carré moins 1 est égal à y. Ceci équivaut à dire que 1 quart x au carré est égal à y plus 1. Ceci équivaut à dire que x au carré est égal à 4 fois y plus 1. Ici, on va appliquer la racine carrée aux deux membres. On va obtenir la racine carrée de x carré vaut valeur absolue de x, puisque x est positif, et la racine carrée de 4 fois y plus 1 vaut 2 fois racine carrée de y plus 1. Mais la valeur absolue de x va être égale à x. Pardon, ici, la racine de x carré vaut valeur absolue de x qui est égale à x, car x est positif. Donc x est égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de y plus 1. Je vais mentionner cette relation par étoile car j'en aurai besoin dans la suite. On a pris un seul y dans g de i. On a trouvé un seul x dans i. Donc d'où l'unicité de l'antécédent de y par g. Donc ici, on a montré que la fonction g est bijective. On va passer maintenant à la troisième question. Donc, j'ai considéré la fonction h définie sur moins 1 plus l'infini par h de x égale 2 fois racine de x plus 1. J'ai désigné par C' sa courbe représentative dans le repère orthonormé OIJ. J'ai demandé d'étudier la continuité et le sens de variation de la fonction h. Mais h est une fonction usuelle, donc elle est continue sur son ensemble de définitions. Elle est strictement croissante également puisqu'il s'agit de la fonction qui a x associée racine de x plus a, ici racine de x plus 1. Elle est aussi strictement croissante sur son ensemble de définitions. Donc la continuité et le sens de variation sont déduits du cours que vous avez vu l'année précédente lorsque vous avez étudié les fonctions usuelles telles que les polynômes et les racines carrées. Maintenant, je vais demander de montrer cette équivalence. C'est que m de coordonnées x, y appartenant à C, ceci équivaut à dire que m' de coordonnées y, x appartenant à C'. Je vais partir du fait que m de coordonnées x, y appartenant à C. Ceci équivaut à dire que, tout d'abord, que x appartient à l'ensemble de définition de G, qui est 0 plus l'infini. Y, il appartient à moins 1 plus l'infini, et y égale à g de x. Ceci équivaut à dire que, je vais remplacer tout simplement g par son expression. Ceci équivaut à dire que y, j'ai inversé l'ordre ici
y appartenant à moins 1 plus l'infini, x appartenant à 0 plus l'infini. Cette équivalence est traitée précédemment. Cette équivalence 1 quart x carré moins 1 est égal à y conduit à x est égal à 2 fois racine de y plus 1. Mais ceci a été traité précédemment dans la première question. Mais ceci équivaut à dire que x égale à h de y, puisque l'expression de h, ici bien sûr, h de x est égal à 2 fois racine de x plus 1. En changeant de rôle, ici on a remplacé le x par y, donc je vais obtenir h de y égale 2 fois racine de y plus 1. Mais si, en voyant bien ici, x est égal à h de y, mais y il appartient à moins 1 plus l'infini, x il appartient à 0 plus l'infini. Ceci prouve bien que le point de coordonnées ici, yx, il appartient à la courbe de C', d'où l'équivalence demandée. Maintenant, je vais construire la courbe C' demandée. Mais on sait tout d'abord que M de coordonnées xy et M' de coordonnées yx sont symétriques par rapport à la droite y est égal à x. Cette droite échange les coordonnées, c'est-à-dire tout point de coordonnées xy sont symétriques par rapport à cette droite qui est appelée la première bisectrice, sera le point de coordonnées yx. On va voir ceci. Donc les deux courbes C et C' sont symétriques par rapport à cette droite delta d'équation y égale à x. Ici, vous voyez la courbe C qui est déjà représentée. Je vais construire tout d'abord la droite d'équation y est égal à x. Le point M de coordonnées ici x, y qui appartient à la courbe C, sont symétriques par rapport à cette droite d'équation y est égal à x, c'est la droite delta, sont symétriques, c'est le point de coordonnées y, x. Vous voyez bien ici, si on calcule la distance ici qui sépare le point d'abscisse x de l'axe des ordonnées, c'est la même ici qui sépare le point M' d'ordonnées x de l'axe des abscisses. De même pour les ordonnées. Donc, tout point qui appartient à cette courbe, son symétrique va appartenir à la courbe C', d'où la construction de la courbe C'. Vous voyez bien ici que la courbe C possède une demi-tangente horizontale. Par symétrie, la courbe C' possédera en ce point d'ordonnée 0, d'abscisse 0 deviendra le point d'ordonnée 0, une demi-tangente verticale, et ainsi de suite pour quelques autres points. La courbe C ici passe par le point de coordonnées 2, 0. Vous voyez bien que la courbe C' passe par le point de coordonnées 0, 2. L'échange entre les abscisses et les ordonnées est assuré par la courbe de f-1. Je vais commenter cette activité maintenant. J'ai prouvé que tout élément x de l'intervalle 0 plus l'infini admet une image puisqu'il s'agit d'une fonction dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Mais le plus important, c'est que tout élément y de l'ensemble moins 1 plus l'infini admet un seul antécédent dans 0 plus l'infini, ce qui prouve que la fonction g est bijective. On dit que g donc réalise une bijection de 0 plus l'infini sur, on dit fonction dans et bijection sur moins 1 plus l'infini. Et dans ce cas, g, puisqu'elle est bijective, on dit que g admet une fonction réciproque. La fonction réciproque, c'est la fonction qui ramène dans l'autre sens. Cette fonction réciproque, elle est définie sur l'ensemble g de i, c'est-à-dire moins 1 plus l'infini. Elle est notée par g exposant moins 1 ou tout simplement g moins 1 et qui est la fonction h ainsi définie. Et pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, g moins 1 de x est égal à h de x est égal à 2 fois racine carrée de x plus 1. On dit ici qu'on a explicité g moins 1 de x. Vous trouverez cette question
fréquemment dans les exercices en vous demandant de déterminer le g-1 ou bien d'expliciter le g-1 de x en fonction de x. Il ne faut pas se perdre ici entre les x et les y. Il faut savoir où placer le x et où placer le y pour pouvoir répondre. On remarque aussi que la fonction h, qui est réciproque de la fonction g, est aussi continue sur f de i et qu'elle est strictement monotone aussi sur, et elle a le même sens de variation que g, c'est-à-dire la fonction g, elle est strictement croissante sur i. On a prouvé que la fonction h, qui est g-1, est strictement croissante aussi sur g de i. La continuité, elle est passée. On va voir plus tard qu'est-ce qui va se passer pour la dérivée. On a aussi prouvé à travers cette activité que les deux courbes C et C' sont symétriques par rapport à la première bisectrice, comme on l'a déjà prouvé précédemment. Donc, on va passer maintenant au fameux théorème de la bijection. Donc, on va répondre à la question qu'on a posée. Y a-t-il une condition suffisante pour qu'une fonction soit bijective? Voici cette condition. Si la fonction f est strictement monotone sur un intervalle i, il y a une seule hypothèse, c'est la stricte monotonie de f sur i. Si ceci est assuré, alors qu'est-ce qu'on va conclure? Alors f réalise une bijection de i sur f de i. Et puisqu'elle réalise une bijection de i sur f de i, elle va admettre une fonction réciproque, f-1, qui va hériter le même sens de variation de f et qui va hériter également la continuité de la fonction f si bien sûr f est continue sur i. Donc, ici on a besoin uniquement de la stricte monotonie de la fonction f pour prouver qu'elle est bijective. Mais la continuité va passer, bien sûr, si f est continue. Et la continuité est très importante pour déterminer l'image de l'intervalle par la fonction f. Mais faites attention ici, la bijection n'exige pas la continuité. La continuité est exigée uniquement pour déterminer l'image de l'intervalle par la fonction f. On a également ceci, on a déjà dit ça précédemment. Pour tout réel x de i, j'ai employé ici les couleurs pour ne pas se perdre. Pour tout réel x de i, pour tout réel y de f de i, m de coordonnées x, y appartenant à la courbe de f, ceci équivaut à dire que le point m' de coordonnées y, x appartenant à la courbe de la fonction réciproque. Et bien sûr, dans un repère orthonormé, les deux courbes c de f et c de f-1 sont symétriques par rapport à la droite y est égale à x, qui est appelée la première bisectrice du repère. Donc voici cette illustration. Donc vous voyez bien ici, j'ai employé ici quelques notations. Donc le y est égal à f de x, bien sûr le x est égal à f-1 de y, puisque j'ai assuré l'existence de la fonction réciproque. Et bien sûr, vous voyez bien ici que m et m' sont symétriques par rapport à la droite delta, delta étant la médiatrice du segment m, m', qui ont échangé leurs coordonnées. Donc voici quelques travaux de quelques élèves. Ici, je demande de tracer manuellement, à la main, la courbe de la fonction réciproque, bien sûr. Est-ce que f possède une fonction réciproque tout d'abord? Bien sûr, oui. F, elle est strictement décroissante sur quel intervalle ici? Vous voyez bien que l'intervalle en question, c'est l'intervalle, le i ici, c'est 0 plus l'infini. Le f de i, on peut le voir graphiquement, le f de i, bien sûr, c'est tout r. La limite en 0 plus est égale à plus l'infini, la limite en plus l'infini est égale à moins l'infini. Mais ceci n'est pas demandé ici. Juste comment faire pour tracer la courbe de la fonction réciproque. Bien sûr, avant de tracer la courbe de f-1, il faut tout d'abord tracer les éléments de la courbe de f-1. Mais pour tracer les éléments de la courbe de f-1, je vais prendre quelques éléments de la courbe de f. Ici, le point de coordonnées
1, 0, il appartient à la courbe de f. Donc, par symétrie, le point de coordonnées 0, 1, il appartient à la courbe de f moins 1. On a ici la courbe de f possède une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Donc, la courbe de f moins 1 va posséder une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0. Mais ici, puisque les ordonnées tendent vers plus l'infini, ici on va voir les abscisses vont tendre vers plus l'infini. Donc l'asymptote, ici, ça sera x est égal à 0. Ici, on a une asymptote oblique. Bon, je n'ai pas besoin de son équation, mais j'ai besoin de tracer sa symétrique. Mais tout d'abord, je vais tracer la droite, la première bisectrice du repère. La première bisectrice du repère. Et je vais tracer la symétrique de cette courbe, la symétrique tout d'abord de cette première bisectrice. Vous voyez bien ici que les deux, cette droite et la première bisectrice sont perpendiculaires, donc ça sera sa propre image par rapport à la droite y égale à x. Ici, ça sera l'asymptote. Donc ici, la courbe s'approche de ce côté-là, donc ici, la courbe de f-1 va s'approcher de ce côté-là. Ce point va rester immobile, il est fixe, car il appartient à la droite delta. Tous les points d'intersection de la courbe de f avec la première bisectrice sont leurs propres images par rapport à delta. Donc, le sens de variation de la courbe de f-1 sera le même que f. Donc, la fonction réciproque de f-1 sera strictement décroissante ici. Mais ici, je vais tracer le travail de notre cher élève. Regardez ici, c'est presque, peut-être l'élève a mieux tracé que moi. Donc ici, la première bisectrice, la courbe de gamma, c'est la courbe de la fonction réciproque de f. On va voir une autre illustration. Donc ici, la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini 0. Je demande de tracer sa courbe, la courbe de sa fonction réciproque. Ici, pour ne pas se perdre dans les généralités, je vais tracer la courbe. Ici, je vais expliquer ce que j'ai tracé. Donc ici, la courbe f possède une asymptote horizontale qui est ici, puisque ces deux côtés-là, j'ai tracé la demi-droite AB. J'ai tout d'abord tracé l'image de la demi-droite AB par rapport à la droite y est égale à x. Donc l'image de la demi-droite AB, point par point, l'image de A c'est A', l'image de B c'est lui-même. Donc l'image de la demi-droite AB c'est la demi-droite A'B. Donc j'ai tracé l'image de l'asymptote horizontale qui est l'asymptote verticale et l'image de l'asymptote verticale qui est l'asymptote horizontale. En gardant le même sens de variation de la fonction f, la courbe CF-1 possède le même sens de variation que f, mais sur f de i. D'où le traçage, vous voyez bien ici, si je prends aléatoirement un point de la courbe de f, son image par rapport à la droite delta sera le point M' qui appartient à la courbe de f-1. Faites attention ici, avant de tracer la courbe de f-1, il faut tout d'abord tracer les éléments de la courbe de f-1 pour ne pas se perdre. On commence par tracer s'il y en a des tangentes, des demi-tangentes, s'il y en a des asymptotes verticales qui deviennent horizontales, des asymptotes horizontales qui deviennent verticales, etc. Les asymptotes obliques, on tracera leurs images, et ainsi de suite. J'espère que vous avez bien tiré profit de ces deux représentations. Maintenant, je vais donner ces remarques-là que j'ai déjà mentionnées précédemment. Pour tout réel x de i et pour tout réel y de f de i, y est égal à f de x si seulement si x est égal à f-1 de y. On a également f-1 de f de x, c'est-à-dire f-1 rang f de x est égal à x pour tout x appartenant à i. Et f rang f-1 de y est égal à y pour tout y appartenant à f de i. Ce diagramme-là explique bien ce qu'on a déjà dit.
Donc ici, f m'envoie de i dans f de i. Le f-1 me ramène de f de i vers i, en tenant compte que y est égal à f de x, ceci équivaut à dire que x est égal à f-1 de y. Lorsque vous perdez parfois dans les exercices, ce diagramme-là vous permettra de vous retrouver. Donc, maintenant, je vais passer à l'activité 2. Donc, voici l'énoncé. Le plan est muni d'un repère orthonormé au IJ. Je vais considérer la fonction f définie sur l'ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x au carré moins 1 sur 2x. Je vais demander de dresser le tableau de variation de f, de montrer que f réalise une bijection de i sur un intervalle j que je vais préciser. Troisièmement, je vais demander de déterminer le f-1 de 0, puis de dresser le tableau de variation de la fonction réciproque, d'expliciter le f-1 de x pour tout x appartenant à j, puis de tracer les courbes c de f et c de f-1 dans le même repère. Je vais montrer pour le traçage que tout d'abord que la droite d'équation y est égale à 1 demi x est une asymptote, bien sûr oblique, à c de f au voisinage de plus l'infini. Pour le corriger, je vais prendre la fonction f qui à x associe 1 demi facteur x carré moins 1 sur x. Pour dresser le tableau de variation de f, il suffit de la dériver. Donc, f étant une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur i. Et pour tout réel x de i, f' de x est égal à 1 demi qui est constante. Ici, on a appliqué la forme, la dérivée de la fonction u sur v. La dérivée de u sur v, c'est la dérivée de u fois v moins la dérivée de v fois u divisé par v au carré. Tout calcul me donne 1 demi multiplié par 2x fois x moins x au carré plus 1 sur x carré. En achevant le calcul, on trouve que f' est égal à x au carré plus 1 sur 2x au carré qui est strictement positive. Donc la fonction f est strictement croissante. Avant de dresser le tableau de variation, je dois trouver les limites en 0 plus de la fonction f. La limite en 0 plus, il s'agit de la limite de la fonction rationnelle, elle vaut tout simplement, en appliquant les opérations sur les limites, on obtient facilement la limite de l'expression au numérateur est égale à moins 1. La limite de l'expression au dénominateur est égale à 0 en restant positive, donc la limite vaut moins l'infini. La limite en plus l'infini de la fonction f, c'est la limite des monomes du plus haut degré, présent donc au numérateur et dénominateur. Donc on obtient facilement la limite de f de x, c'est la limite de x sur 2 qui est égale à plus l'infini. Donc on arrive facilement au tableau de variation de la fonction f qui est strictement croissante. Donc la limite en 0 plus c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. On va passer maintenant à la fameuse question, c'est de montrer que f réalise une bijection de i sur un intervalle à préciser. Ici, on a bien f est strictement monotone, donc la bijection, elle est assurée. F, bien sûr, elle est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc ici, mais ici, je vais mentionner la continuité puisqu'il me demande de me donner l'intervalle j. Donc, j'ai mentionné la continuité, mais je précise encore une fois que la continuité n'est pas... on n'a pas besoin de la continuité pour démontrer qu'elle est bijective. La continuité, c'est pour déterminer uniquement l'image de l'intervalle. Donc, f est continue et strictement croissante sur le 0 plus l'infini ouvert. Donc, elle réalise une bijection de i sur f de i. Mais le f de i ici, c'est la limite en 0 plus de f et la limite en plus l'infini de f qui est égale à r. Je demande maintenant de déterminer f moins 1 de 0. Mais le 0, il est où? Le où, bien sûr, ici, f moins 1 de 0. Donc, je vais prendre le 0 qui appartient à R ici. Il appartient à l'ensemble J.
je vais chercher f moins 1 de 0. Qu'est-ce qu'il va valoir? Il va valoir x. Mais que vaut x? Donc pour cela, f moins 1 de 0 est égal à x. Ceci équivaut à dire que f de x est égal à 0. Mais j'en ai l'expression de f. F de x est égal à x au carré moins 1 sur 2x. Mais l'expression vaut 0 si seulement si le numérateur vaut 0, c'est-à-dire x carré moins 1 est égal à 0. Mais ici, ceci veut dire que x carré est égal à 1. C'est-à-dire que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Mais x, il est cherché ici dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc x vaut uniquement 1, car il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Vous voyez bien ici que x vaut 1. Donc f moins 1 de 0 est égal à 1. Je vais demander maintenant de dresser le tableau de variation de la fonction réciproque f moins 1. Par une lecture inverse du tableau de variation de f, on peut dresser facilement le tableau de variation de f moins 1. F moins 1 va partir de f de i, c'est-à-dire de r, pour aboutir à i, qui est 0 plus l'infini. Le sens de variation de f moins 1 est le même que f. Donc f moins 1 sera strictement croissante sur j. D'où le tableau de variation de f moins 1. Vous voyez bien ici que je n'ai pas mentionné le f moins 1 prime, car je n'ai pas affaire à traiter la dérivabilité de f moins 1, puisque le tableau de variation de f moins 1 exige uniquement les variations de f moins 1, et donc voici les variations. Bien sûr, vous voyez bien ici que f moins 1 de 0 est égal à 1 par une lecture inverse du tableau de variation de f. En troisième lieu, je demande d'expliciter f moins 1 de x pour tout x appartenant à j. Donc, bien sûr, je vais partir du système. Le x, il appartient à j, c'est-à-dire appartient à r. Le y, il appartient à 0 plus l'infini. Le y est égal à f moins 1 de x. Ceci équivaut à dire que f de y est égal à x en tenant compte des conditions. Or, le f de y est égal à x, ceci équivaut à dire que y carré moins 1 sur 2y est égal à x. Ceci équivaut à dire que y carré moins 2xy moins 1 est égal à 0. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, le produit des moyens égale au produit des termes extrêmes, c'est-à-dire y carré moins 1 égale 2x y, bien sûr, en mentionnant que le y est différent de 0. Déjà, il est différent de 0 puisqu'il appartient à 0 plus l'infini. En ramenant le 2xy dans l'autre membre, on obtient cette équation de second degré d'inconnu y, puisque y ici, c'est le demandé, le f-1 de x. Donc ici, il s'agit d'une équation de second degré d'inconnu y, puisque le y est égal à f-1 de x, c'est celui qui est demandé. Ici, pour résoudre cette équation, je vais calculer tout d'abord le discriminant de cette équation. Mais le discriminant de cette équation va être b au carré moins 4ac. Le b au carré, c'est moins 2x, le tout au carré, qui va donner 4x au carré. Moins 4ac, c'est-à-dire plus 4. 4x au carré plus 4 vaut 4x au carré plus 1, qui est positif. En calculant les deux racines, on obtient deux racines de cette équation de second degré qui sont y1 qui est égal à x moins racine de delta sur 2a. En faisant tous les calculs, on obtient y1 est égal à x moins racine carrée de x carré plus 1 et y2 est égal à x plus racine carrée de x carré plus 1. Mais ici, comment faire le bon choix? La première méthode, c'est l'appartenance à l'intervalle, c'est-à-dire, on a trouvé deux solutions, y1 et y2, laquelle des deux valeurs appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Mais on a ici pour tout réel x, x au carré plus 1 est supérieur strictement à x au carré. C'est-à-dire, on a racine carrée de x carré plus 1 est strictement supérieure à la valeur absolue de x.
Mais on sait que la valeur absolue de x, en général, elle est supérieure ou égale à x. Donc, racine carrée de x carré plus 1 est supérieure strictement à x. Donc ici, le y1 qui vaut x moins racine carrée de x carré plus 1 est strictement négatif. Mais on sait d'avance que le y1 doit appartenir à 0 plus l'infini. Donc, par élimination, le y1 est à rejeter. Donc, on retient le y2. Mais ici, faites attention, on vérifiera facilement que le y2 est strictement positif, c'est-à-dire c'est la somme de deux nombres strictement positifs. La deuxième méthode, pour le bon choix, c'est le calcul de l'image d'un réel. Ici, on a f-1 de 0 est égal à 1. Donc, je rappelle que y1 est égal à x moins racine carrée de x carré plus 1 et y2 égal à x plus racine carrée de x carré plus 1. En remplaçant le 0 dans la première expression, si on remplace ici le x par 0, ici et ici, on obtient y1 est égal à moins 1. Donc, il est facilement clair que le y1 est à rejeter. En remplaçant par 0 ici, on obtient facilement le 1. Donc, f-1 de 0 vaut 1, entraîne que y2 est valide. C'est ce que j'ai expliqué ici. La troisième méthode du bon choix, c'est le calcul de la limite. On a précédemment dressé le tableau de variation de f-1. La limite en moins l'infini de f-1 vaut 0, mais en calculant la limite en moins l'infini de y1, la limite en moins l'infini de y1, ceci vaut moins l'infini vaut moins l'infini. Mais ici, ça doit être égal à 0. Donc, le y1 n'est pas valide pour les mêmes raisons. On retient donc le y2. f-1 de x finalement vaut x plus racine carrée de x carré plus 1 pour tout réel x. Bien sûr, il y aura d'autres méthodes dans d'autres circonstances. Je demande maintenant de tracer C de f et C de f-1 dans le même repère. Le tableau de variation de f, c'est celui-ci. On a la limite en 0 plus de f est égal à moins l'infini, donc l'axe des ordonnées est une asymptote à C de f. De plus, f de x va s'écrire par une transformation d'écriture, f de x va valoir 1 demi-x moins 1 sur 2x. On voit bien facilement que la limite en plus l'infini de f de x moins 1 demi-x, c'est la limite de 1 demi-x qui est égale à 0. Donc, la droite d'équation y égale 1 demi-x est une asymptote oblique à C de f au voisinage de plus l'infini. D'où le traçage de la courbe de f. Ici, on a l'asymptote oblique qui est la droite d'équation y égale à 1 demi-x, l'asymptote verticale d'équation x égale à 0. La courbe C de f, elle est strictement, ici, représente une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini. La courbe C de f passe par le point de coordonnées 1, 0. Donc, comment faire ici? Je commence par tout d'abord tracer l'image de l'asymptote oblique qui est la droite d'équation y qui est égale à 1 demi-x. Donc ici, l'asymptote oblique passe par l'origine, il passe par le point de coordonnées 2, 1. Son image va passer par l'origine également et par le point de coordonnées 1, 2. Vous voyez bien ici. J'ai tracé l'image de l'asymptote oblique. L'image de l'asymptote verticale, c'est ici, c'est l'asymptote horizontale. Donc, c'est la droite d'équation y qui est égale à 0. Finalement, je peux construire la courbe facilement de f-1 qui a les mêmes, qui représente une fonction strictement croissante sur l'intervalle R. Maintenant, je vais passer à un autre volet qui est la dérivée de la fonction réciproque. Pour cela, je vais traiter cette activité dont voici l'énoncé. Donc, la figure C-contre est la courbe C dans un repère orthonormé d'une fonction f continue, qui est continue, vous voyez bien ici, et qui est strictement croissante sur tout R. On a représenté également les tangentes au point A
on a une tangente verticale au point A, une tangente horizontale au point B et une tangente oblique au point C. La courbe de f admet deux branches, une branche parabolique de direction OI au voisinage de moins l'infini, une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. Je demande de montrer tout d'abord que f réalise une bijection de R sur lui-même, c'est-à-dire sur R. Je demande de tracer ensuite la courbe de f-1, courbe représentative de f-1 dans le même repère. Puis, je vais utiliser le graphique pour étudier la dérivabilité de f en -1, en 0 et en 1. Puis la dérivabilité de f-1 en -2, en -1 et en 0. Donc, tout d'abord, montrer que f réalise une bijection de R sur lui-même. Ici, vous voyez bien que f est strictement croissante sur toute R. Donc, évidemment, elle va réaliser une bijection. Elle est continue, donc, déjà j'ai mentionné ça, elle est continue strictement croissante sur L, donc elle réalise une bijection de R sur f de R. F de R, c'est la limite en moins l'infini de f et la limite en plus l'infini de f. Les branches paraboliques m'indiquent que la limite en moins l'infini est infinie, mais ici, graphiquement, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, de la même manière qu'il s'agit d'une branche parabolique, donc il y a une limite infinie qui vaut plus l'infini puisque f est strictement croissante. Donc l'image de R, c'est lui-même. Donc on va passer à autre chose maintenant. Le traçage de la courbe de f-1 représentative de f-1 dans le même repère. Ici, on a la courbe de f. Tout d'abord, je vais me baser sur le conseil précédemment établi. Donc, je vais commencer tout d'abord par tracer quelques points particuliers de la courbe de f-1. La courbe de f passe par le point A, de coordonnées -1, -2, dont la courbe de f-1 passe par le point A' symétrique de A, de coordonnées -2, -1. De même pour B', de même pour C', qui sont symétriques respectifs des points A, B, C par rapport à la première bisectrice. Puis, je vais tracer l'image de la tangente verticale au point A qui devient une tangente horizontale au point A'. La tangente horizontale au point B deviendra une tangente verticale au point B'. L'image de cette tangente au point C, elle va passer par le point C' et va passer également par le point d'ordonnée de coordonnées 0, 3. La tangente en C passe par le point de coordonnées 0, 3. Donc la tangente au point C' va passer par le point de coordonnées -3, 0. Voici la tangente au point C'. Après avoir tracé les tangentes, je peux tracer facilement la courbe de CF-1. Donc ici, on a une branche parabolique de direction OJ qui deviendra une branche parabolique de direction OI. L'image de cette partie de l'arc, si vous voulez, de l'arc BC, sera l'arc B'C', et l'image de cet arc AB sera l'arc A'B'. Ici, l'image de la branche parabolique de direction OI deviendra une branche parabolique de direction OJ. Donc, on a tracé point par point la courbe de f-1 qui est la symétrique de C de f par rapport à la première bisectrice, d'où le traçage. On va maintenant exploiter ce qu'on a déjà établi pour traiter la dérivabilité de la fonction réciproque. J'ai demandé d'utiliser le graphique pour étudier la dérivabilité de f en -1, en 0 et en 1, puis la dérivabilité de f-1 en -2, -1 et 0. Regardez bien ici, je vais tracer ce petit tableau, point par point, en parlant de chaque tangente. Je vais commencer tout d'abord par le point A, de coordonnées -1, -2. La tangente au point A est une tangente verticale, vous voyez bien ici. L'interprétation ici, c'est que la fonction n'est pas dérivable en -1. Je vais passer ensuite par le point au point B, de coordonnées 0, -1. La tangente est une tangente horizontale. Donc, vous voyez bien ici que f est dérivable en 0 et que f' de 0 est égal à 0, puisqu'il y a une tangente horizontale. Pour le point C de coordonnées 1, 0, la tangente, elle a une pente est égale à 3.
le calcul de la pente, je veux prendre 2 points de la tangente. En faisant la différence des ordonnées que je divise par la différence des abscisses, on obtient facilement le nombre dérivé qui est égal à 3. Donc ici, par exemple, si je prends ces 2 points-là, la différence des abscisses vaut 1, la différence des ordonnées vaut 3. En remarquant que la pente est positive, on voit bien que f' de 1 est égal à 3. Vous avez vu ça dans le chapitre dérivabilité. Maintenant, je vais passer à la fonction réciproque. Le point symétrique de A, donc on va faire l'échange des abscisses et des ordonnées. Le point A' d'abscisse moins 2. La tangente verticale est devenue horizontale. L'interprétation ici, puisque la tangente est horizontale, donc f moins 1 est dérivable en moins 2 et f moins 1' de moins 2 vaut 0. Vous voyez bien ici la tangente horizontale. On fera de même pour le point B', de coordonnées moins 1, 0. La tangente était horizontale au point B, donc elle deviendra verticale au point B'. Donc vous voyez bien ici que la fonction f moins 1 n'est pas dérivable en l'abscisse du point B' qui est égal à moins 1. Et finalement, pour le point C', d'abscisse 0, la tangente A pour pente est égale à 3. La tangente ici A pour pente est égale à 1 tiers. C'est facilement remarqué puisque la pente, le calcul des pentes dans la première partie se fait en calculant la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et puisque l'abscisse est devenue ordonnée et l'ordonnée est devenue abscisse, donc le quotient deviendra l'inverse de l'autre quotient. On voit bien ici que f moins 1 est dérivable en l'abscisse du point C qui est 0 et f moins 1' de 0 est égal à 1 tiers. Je vais commenter tout ça donc maintenant. Ici, je vais commenter tout ça. Je vais donner le tableau que j'ai déjà établi précédemment. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Que f n'est pas dérivable en moins 1. Mais pourtant, f moins 1 est dérivable en f moins 1 qui est égal à moins 2. Et le nombre dérivé est égal à 0 de f moins 1, en moins 2. De même, f est dérivable en 0. Elle admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0. Mais pourtant, f moins 1 n'est pas dérivable en f de 0 qui est égal à moins 1. Mais, dans le troisième cas, f est dérivable en 1 et f' de 1 est égal à 3. On remarque que f' de 1 ici est bien différent de 0, est égal à 3. f moins 1 est dérivable en f de 1, qui vaut 0. Et f moins 1' de 0 est égal à 1 tiers. Mais le 1 tiers, c'est 1 sur f' de 1, puisque f' de 1 est égal à 3. La moralité ici, si que f est dérivable en a, et f' de a est différent de 0, le a ici est égal à 1, le a est égal à 1 bien sûr ici, le f moins 1 sera dérivable en f de a qui vaut 0, et f moins 1' de f de a est égal à 1 sur f' de a, c'est-à-dire 1 sur f' de 1. Ceci va me conduire au fameux théorème, c'est la dérivabilité de la fonction réciproque en un point. Donc, si la fonction f est bijective sur un intervalle i, et a un réel de i, et b son image par f. Si f est dérivable en a, j'assure que f est dérivable en a, en même temps que f' de a est différent de 0, alors la fonction réciproque f moins 1 sera dérivable en f de a qui est égal à b, et f moins 1' de b égale l'inverse de f' de a, c'est-à-dire l'inverse de f' de f moins 1 de b. On va généraliser sur un intervalle, c'est la même chose presque. Ici, juste, si f est dérivable sur i et f' de x sera différent de 0 pour tout élément x de i, alors la fonction réciproque sera dérivable sur le tout f de i, et pour tout réel y est égal à f de x de f de i, f moins 1' de y est égal à 1 sur f' de x. Le x peut être remplacé par f moins 1 de y
comme c'est déjà mentionné précédemment. On va passer maintenant et on va clôturer par cette activité. Donc voici l'énoncé. La figure ci-contre est la courbe C de f dans un repère orthonormé d'une fonction f dérivable sur R. On mentionne également que la fonction f possède une tangente au point A de coordonnées 0, 1. On mentionne également que les droites y égale à 0, y égale à 2 sont deux asymptotes horizontales à C de f. Et on mentionne également que C de f n'admet aucune tangente horizontale. Ne possède aucune tangente horizontale. Je demande d'utiliser le graphique pour répondre à ces questions. Je demande la limite en moins l'infini de f, la limite en plus l'infini de f et la limite en 0 de f de x moins 1 sur x. Puis de montrer que f réalise une bijection de R sur un intervalle J à préciser. En second lieu, je demande, tout d'abord, si je désigne par f moins 1 la fonction réciproque de f, je demande de démontrer que f moins 1 est dérivable sur J, puis de déterminer f moins 1' de 1. Je commence par traiter question par question. La limite en moins l'infini de f, la fonction f possède une asymptote horizontale, donc la limite en moins l'infini de f est égale à 2. Elle possède également une asymptote horizontale en plus l'infini, donc la limite en plus l'infini est égale à 0. Mais ce quotient-là, la limite de ce quotient, n'est que la limite de f de x moins f. Le 1, c'est le f de 0. Donc, sur x moins 0, ici, le 1, c'est f de 0. Sur x moins 0, ici, il s'agit d'un nombre dérivé de la fonction f en 0. f' de 0 n'est que la pente de cette tangente. La pente de cette tangente n'est que donc, la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. La différence des ordonnées vaut moins 1. La différence des abscisses vaut 1. Donc, moins 1 sur 1 est égal à moins 1. Je vais effacer maintenant ceci. On va passer maintenant à une autre question. De montrer que f réalise une bijection de R sur un intervalle à préciser. Donc ici, la fonction f est continue et strictement croissante sur R. Donc elle réalise une bijection de R sur f de R. Mais f de R n'est que la limite en plus l'infini de f qui est 0 et la limite en moins l'infini de f qui est 2. Donc c'est l'intervalle ouvert 0, 2. Ensuite, je vais traiter maintenant la fonction réciproque de f. On me demande ici de démontrer que f moins 1 est dérivable sur J. Donc ici, j'ai besoin de mes deux hypothèses. F étant bijectif étant dérivable sur R. Donc l'hypothèse numéro 1, c'est que f est dérivable sur R. Et f' ne s'annule pas sur R. F' ne s'annule pas sur R. D'où vient ce ne s'annule pas? Le ne s'annule pas provient de l'énoncé puisque C de f n'admet aucune tangente horizontale. Donc sa dérivée ne s'annule pas sur R. Donc mes deux hypothèses sont fournies. Donc la fonction f-1 est dérivable sur f de R qui est égal à 0,2. Pour le calcul de f-1' de 1, elle est facilement détectable. F est dérivable en 0 puisqu'elle est dérivable sur R et f' de 0 est égal à moins 1 qui est différent de 0. Donc, f-1 est dérivable en f de 0 qui est égal à 1. Et f-1' de 1, c'est l'inverse de f' de 0. Mais f' de 0 est égal à moins 1. L'inverse de moins 1 vaut moins 1. Vous voyez ici sur le graphique. Ici, le point A qui appartient à la courbe de f, son image, c'est le point A' qui appartient à la courbe de f-1. Et vous voyez bien ici qu'ils ont les deux courbes ont la même tangente, respectivement au point A et A'. Donc, puisqu'il s'agit de la même tangente, donc il s'agit de la même pente. La pente de la tangente en A vaut moins 1 et la pente de la tangente en A' vaut également moins 1. On arrive donc, chers élèves, au terme de cette séance. J'espère que vous avez tiré bien profit. Merci et à bientôt.